merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Mesdames et messieurs, vous suivez Congo Buzz. Merci de nous accompagner tous les jours. Eh bien, aujourd'hui, deux sujets feront l'objet de cette émission. Élection 2023, enjeux et perspectives. Deuxièmement, départ des forces de l'EAC. Quelle alternative? Mais d'abord, quelles conséquences sur la sécurité de la sous-région? Voilà, deux invités que je reçois ici sur ce plateau. Monsieur Freddy Mulumba, que je reçois de temps en temps. Bonjour, Monsieur Freddy. Bienvenue dans cette émission. Monsieur Damien Terranova, bienvenue également. Vous êtes ensemble pour la vice-président voilà. de l'UMAC. Voilà. Merci. Et moi, je suis qui? Cadre de RDT. Rassemblement des démocrates tshisekédistes, Sylvain Mutombo. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Cette information, d'abord, la Commission électorale nationale indépendante invite les candidats au scrutin combiné du 20 décembre 2023 ou leurs mandataires désignés à se présenter à la maison des élections dès ce mardi 5 décembre à 9h pour la vérification des noms, photos et logos des partis politiques. Comme vous le savez, l'actualité électorale reste dominée par la campagne électorale qui se poursuit de par le pays. Les candidats, quelques candidats battent campagne, mais d'autres croisent encore les bras. On se pose la question, pourquoi? Alors, on va aller rapidement à cette actualité électorale, mesdames et messieurs. Vous le savez, les élections sont prévues dans 15 jours, on va le dire, 15 jours. On est les 5. Donc, dans 15 jours, on va aller aux élections. Nous l'espérons bien qu'on ira bel et bien aux élections à cette date-là. Mais quels sont les enjeux de ces élections au niveau national et international? Que sera l'avenir de la RDC pour les 5 prochaines années et l'impact au niveau du monde? Monsieur Freddy Mulumba, je commence avec vous. L'actualité, c'est cette campagne électorale, mais aussi le 20 décembre, nous irons aux élections. C'est quoi les enjeux pour vous de ces élections qui sont prévues le 20 décembre? Oui, je pense que les enjeux dépassent les candidats eux-mêmes. Et beaucoup de gens ne comprennent pas les véritables enjeux. Le Congo est au cœur des enjeux géopolitiques entre deux grandes puissances. Vous avez la Chine d'un côté, de l'autre côté, vous avez l'Amérique, les USA. Et la Chine et l'Amérique s'affrontent au Congo pour le contrôle des minéraux stratégiques. La Chine et les États-Unis. On s'affronte sur le contrôle des minéraux stratégiques. Dans la pensée américaine, le Congo est placé sous la sécurité américaine, sécurité nationale. Parce que avec les minéraux stratégiques, si la Chine met la main sur le contrôle de tous les minéraux stratégiques, l'Amérique sera pleine de grande puissance. Ça n'a pas fabriqué des missiles ou bien des avions. La puissance passe par le contrôle de la RDC. Contrôle des minéraux de la RDC. Des minéraux de la RDC. Mais ce qui complique ici la situation du Congo par rapport à cette compétition, les minéraux congolais sont raffinés à 90% en Chine. Les cobalt et les autres. Oui. Et pourquoi? C'est parce que d'abord, la plupart des entreprises minières sont chinoises. Au Congo. Au Congo aujourd'hui. La Chine contrôle presque toutes les grandes mines. Mais c'est vrai, la Chine n'a pas acheté au Congo. Ce sont les Américains qui ont vendu aux Chinois. En commençant par Tenga Funguru, mais ceux qui ont vendu aux Chinois, ce ne sont pas les Congos qui a vendu les minéraux, les mines de Tenga Funguru aux Chinois. Ils l'ont vendu sans demander au Congo, sans informer même le Congo. Donc pour le moment, la Chine contrôle. Mais ce qui rend un peu la situation difficile, la Chine raffine ses minéraux, mais la Chine contrôle aussi, on peut dire, 80% des terres rares du monde. 80% des terres rares et minéraux stratégiques, c'est qu'on va concourir à la transition énergétique, mais aussi à la révolution numérique. Donc, si vous voulez compter demain comme une grande puissance, il faut connaître ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, en commençant par la production de la mine jusqu'à la production des produits finis. La Chine contrôle tous les chaînes d'approvisionnement et l'Amérique a peur. Donc, c'est comme ça que pour les Américains, c'est question de vie et de mort. Il faut que les Congolais comprennent. Pour contrôler les minéraux stratégiques. Voilà, là, il y a l'affrontement. Mais la Chine, sur le plan technologique, est tellement en avance. Par rapport aux États-Unis? Oui, tellement en avance. Ils sont déjà
on appelle ça 5G, donc téléphone de 5 générations. Oui, oui. Seulement, déjà au niveau de 6G. 6G. Déjà, la Chine. La Chine est tellement en avance. Les Américains. Mais la plupart des multinationales sont plutôt américaines. Oui, c'est ce qu'on vous présente ici. Google, Microsoft, Oui. Amazon. Est-ce qu'on vous présente ce que les Chinois font? Donc on ne sait pas parce qu'on ne suit pas les télévisions chinoises. Prenez le temps de suivre la télévision chinoise, c'est GTN. Suivez, vous allez voir comment la Chine est en avance. Donc cette compétition fait que si nous ne faisons pas attention aujourd'hui, on va payer cher. C'est là où l'importance de l'histoire. Dans les années 60, il y avait la guerre froide entre l'Union soviétique et l'Amérique, ou bien l'Occident. On disait que c'était pas idéologique, c'était pour le contrôle du cobalt. Depuis 60. Et nous avons payé. Tellement qu'on avait une classe politique qui ne comprenait pas les enjeux. Comme ils n'ont pas pu arriver à se mettre d'accord sur des questions de gestion du pays, et il y a un coup d'État de Mobutu. Donc ce sont des leçons d'histoire qu'il faut tirer rapidement et dire à ceux qui pensaient faire la politique d'apprendre d'abord l'histoire pour éviter que l'histoire se répète. Donc nous sommes presque dans les mêmes conditions qu'en 1960. Une guerre froide, il y a quelquefois on dit la paix froide, ça dépend de quel spécialiste, entre l'Amérique et la Chine. Mais le drame est que si la Chine et l'Amérique s'entendent, nous risquons de payer cher. Donc c'est aux Congolais maintenant de réfléchir, de faire appel à des gens qui maîtrisent les dossiers. Pas question de sentiments. Nous faisons quoi pour sauver les pays? Des grandes discussions, des politologues, des journalistes, tout le monde, même les gens qui ont déjà travaillé dans les mines, les écouter. C'est pour sauver le Congo et sauver la vie de nos enfants. On ne le fait pas, on va redessiner la carte du Congo sans nous. Voilà les termes de la balkanisation qu'on tient toujours à expliquer aux gens. Donc nous-mêmes, Congolais, n'avons pas la même mise sur nos propres matières premières. C'est plutôt la Chine et les États-Unis qui sont en train de se battre, mais nous sommes des spectateurs. Est-ce qu'on est conscient? C'est la question qu'il faut se dire. Parce que même quand on dit dans ces jeux-là, c'est nous qui vendons. Est-ce qu'on est conscient? Je te prends l'exemple des négociations du code minier en 2002. Ouais. C'était des Congolais payés par les multinationales et la Banque mondiale pour élaborer ce code minier-là contre le Congo. Quel intellectuel a contesté ça? Personne. Quel homme politique? C'est là où nous disons, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc il faut nettoyer cette médiocrité, avoir des gens capables de défendre les intérêts du Congo, les intérêts de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. On va revenir au volet élection, dans votre deuxième tour de parole. Monsieur Terranova, vous aussi, à vous la parole. Quel est votre avis à ce sujet? Quels sont les enjeux de ces élections qui s'annoncent? Oh, oui, merci. Je ne peux me permettre de prendre la parole sans vous remercier et puis remercier le professeur Freddy que j'ai toujours admiré à la télé. Aujourd'hui, je le vois en chair et en os pour ma première fois et j'ai toujours apprécié les qualités du débat que le prof a toujours tenu. Donc, à l'entendre parler, je me dis par où je vais commencer. Mais je vais faire quelque chose, prof. Et pour plaire à nos téléspectateurs, nous allons vraiment parler de ces enjeux électoraux. Vous voyez, sur le terrain, il y a deux candidats qui se définissent. Et ces deux candidats, je pense que nous devons chercher à comprendre qui est qui, pour que nous ne tombions pas dans ce que nous avons toujours vécu au Congo. C'est vrai, c'est ce que le prof a dit. Nous avons toujours été, nous, Congolais, victimes. Nous subissons des négociations que auxquelles nous n'avons pas été invités. Vous comprenez? Alors, on nous donne quelqu'un qui vient nous gérer, et nous, à cause de billets verts, nous vendons notre personnalité. Nous le suivons aveuglément, sans savoir qu'est-ce qu'il est, d'où il vient, quel est le message qu'il nous apporte. Vous allez comprendre que sur terrain, c'est ce que je tente de dire à quelqu'un, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Personne ne donne le message, si ce n'est certains font des petites propagandes et tout ça, en disant je vais faire ceci, je vais poser cela, mais que la personne vous dise avec exactitude, avec un document à l'appui de tout ce qu'il va faire, ou bien d'où est-ce qu'il va tirer les ressources, il n'y en a pas. De tous les candidats, personne n'explique clairement comment il va
piloter ça. Non, mais la grande partie, pour ne pas, pour peut-être caricaturer Moïse Katumbi seul, qui a un document. Mais les autres n'ont pas de document. Ils ne nous disent pas. Le président, il sait qu'il y a aussi un document qui est sorti dernièrement. Dernièrement, je l'ai eu, on me l'a envoyé, Oui. je l'ai eu, mais c'est seulement dernièrement, parce que nous avions commencé à parler de ça dans le média. Nous avions commencé à réveiller la conscience des gens. Et j'ai vu, il n'y a pas 3 jours d'ailleurs, il n'y a pas longtemps que ce document est sorti, mais qui est aussi un bon document, mais qu'il faudrait aussi mettre à la place publique pour qu'il soit attaqué, afin que nous sachions réellement d'où va venir les ressources. Mais alors, c'est quoi la conséquence alors du fait que du constat que vous avez fait là? C'est quoi la conséquence dans la durée, passant par ces Justement, élections? c'est-à-dire une perte. Nous allons perdre. Si nous ne connaissons pas qui sont nos candidats que nous allons voter, nous allons perdre. Supposons, entrons dans ce que le prof venait de dire. Il y a deux grandes puissances, et pas n'importe lesquelles, qui se battent pour avoir la même mise sur le Congo. Si les candidats que nous allons voter ne sait pas sur quel Dieu s'avouer entre les deux, nous serons perdants. Nous l'avons vu ici pendant les 5 années. Tantôt on est chez les Occidentaux, tantôt on est chez les Russes, tantôt on est chez les Chinois. Et tout ça là, c'est le Congo qui en pâtit. C'est le Vous Congo proposerez qui paie. quoi à votre tour si vous prenez le pouvoir? Qu'est-ce qui sera votre... Non, je pense qu'il faut faire ce que le prof a dit. Mes téléspectateurs doivent souffrir parce que c'est un professeur. Je dois toujours prendre ce qu'il dit. Oui. Voilà. Donc, nous devons d'abord connaître qu'est-ce que celui que nous allons voter, qu'est-ce qu'il a derrière lui. Quelle est sa pensée internationale? Si pas, oui, sa pensée internationale. Sur quel bloc il s'accroche-t-il? Mais il y a un problème qui semble se poser, c'est celui de votre candidat lui-même. On l'accuse d'être sous-traité par l'international pour vendre le pays. Mais justement, ça aussi c'est un autre débat. Ça c'est un débat. Les politiques doivent... Est-ce que ce n'est pas celui par qui viendra le malheur, comme Non. le disait Christ? Non. Malheur à non, celui... Justement, je suis en train de dire, c'est ce que nos politiciens ou nos politiques ne nous disent pas. Vous avez entendu ici, le monde est géré par 2 blocs depuis la nuit de temps. Et il est difficile, et si pas impossible, de ne pas dépendre de ces gens-là. Parce que mon cher ami, ils ont l'argent. C'est les dollars que vous utilisez ici. Ce n'est pas votre monnaie. C'est leur monnaie. Aujourd'hui, on vous dit noir sur blanc que nos mines, plus que de 80% de nos mines, sont gérées par les Chinois. Dites-moi, si ce sont eux qui ont l'argent, celui qui a l'argent a le pouvoir. Alors si vous n'êtes pas... Et c'est là, je dis... C'est plutôt à vous de prouver que c'est là, je dis, votre candidat le politique vient congolais... rompre avec ce système-là. Non, on ne peut pas rompre, désolé. C'est impossible. Et celui qui viendra ici, sur ce plateau de télévision, vous dire qu'il va rompre, c'est un menteur. Parce que ces gens-là, ce sont eux qui gèrent le monde depuis la nuit des temps. Ce n'est pas toi qui vas revenir aujourd'hui. Regardez Mouzé. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu avec un discours. Ne sachant pas sur quel Dieu s'avouer, il y a payé de sa vie. D'accord, Vous merci comprenez? beaucoup. Donc, pour aller de l'avant, nous, Congolais, nous devons savoir avec qui marcher. Oui, qui marchait. Très bien. Et d'où est-ce qu'il puise sa force? Il y a 2 blocs et il faut être d'un côté de ces 2 blocs. On ne peut pas être dans l'entre-deux. Non, c'est impossible, tu meurs. Ouais, tu meurs. Monsieur Freddy Mulumba, les enjeux, c'est vrai, vous avez décrit le problème, la RDC est disputée par 2 grandes puissances qui veulent justement s'affirmer au niveau international. La RDC, c'est le plus grand, c'est l'enjeu le plus important du monde. Alors, passons par ces élections. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC en passant par ces élections, déjà au regard de ce combat que vous avez décrit tantôt? Oui, je voudrais quand même ajouter à ce que notre ami vient de dire. Je pense que ça, c'est le travail. Il se plaint que le débat n'est pas
basé sur des questions de la société, réelle du pays. Donc il faudrait normalement, je pense que le président Katumbi a publié son programme. Oui. Vous avez le président Tshisekedi qui a publié aussi son programme. Normalement, on devrait avoir un débat au niveau des médias. Ouais. Ça signifie que chacun vient avec le programme du président Tshisekedi et notre camp, le président de Katumbi. On fait les débats. Donc ces débats-là, on n'est pas des ennemis, on est des adversaires politiques. On peut avoir des points de vue différents. Mais il faut dire que la population comprenne qu'est-ce qui se passe réellement. Ça signifie que quelqu'un qui est comme moi, que je suis à côté du président Tshisekedi, je viens avec on prépare une émission, on veut dire, je vais expliquer ce que le président Tshisekedi a proposé. L'autre aussi, notre ami, amène aussi sur le plan de Moïse Katumbi, comme ça que les discussions soient quand même une discussion de qualité. C'est important, pas de polémique. Deuxième chose, par rapport au monde occidental, par rapport au multinational, il faut maintenant qu'on puisse redéfinir nos propres intérêts. Vous allez parler avec tous les Congolais, où sont les intérêts congolais? Mais vous allez voir des gens qui vous disent je suis pro-américain, pro-chinois, pro-russe. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le monde est en train de basculer. Donc il y a un nouveau monde qui est en train de mettre en place. On est dans un monde multipolaire. Oui. Donc dans ce monde-là, le peuple ou bien les États qui ne seront pas organisés, qui ne sauront pas défendre leurs intérêts, vont payer. Donc il faudra à un moment donné qu'on sache, nous voulons quoi. Je prends l'exemple du cuivre aujourd'hui. Tu pars au Katanga, toutes les mines sont dans les mains étrangères. Donc d'ici peut-être 2030, il n'y aura pas de minerais, il n'y aura que des trous. La population va vivre comment? Il faut maintenant que les Congolais, les dirigeants congolais, discutent sur la question minière, la loi minière. Il y a aussi la loi foncière qui pose problème. On est en train de vendre des terres partout. Voilà les questions qui devraient intervenir au niveau du débat politique. Mais le drame est que nos amis sont ailleurs. Bunangana, Rutshuru, c'est occupé. Regarde dans les débats, qui en discute? Et si le Congo disparaît demain, vous allez faire le développement où? Donc ça c'est un problème, je dirais d'abord des journalistes, qui devraient faire d'abord proposer un débat de qualité entre d'abord les partisans des deux candidats et ensuite les deux candidats eux-mêmes. C'est important. Il ne faut pas que ça paraisse comme ils sont des ennemis, non. Chacun a un projet, l'autre a son projet, il propose à la population. Déjà, quand vous suivez... Quel est le meilleur projet que la population peut facilement... Est-ce que M. Damien a-t-il raison ou a-t-il tort de dire que les candidats ne proposent pas grand-chose? Ils sont en train plutôt de verser dans des attaques. Ils s'entr'accusent entre eux, candidats de l'étranger, toi tu n'es pas... Tu as vendu le pays. Est-ce que ce n'est pas d'abord les candidats eux-mêmes qui se jettent dans ce débat-là? Non, ça c'est en politique, il y a quand même des polémiques, ça ne va pas manquer. C'est normal. Mais je voudrais qu'au niveau de la presse, des médias, que vous fassiez, les médias fassent un effort pour appeler les partisans des deux camps, de faire un débat sur les contenus de leur programme. C'est important. C'est ça faire la politique, ça faire la campagne. Mais je voudrais aussi expliquer, j'ai lu un article dans Foreign Policy du 29 novembre 2023. Cet article, tu vois, ce sont les Américains. C'est un magazine très, très important qui est tellement suivi, là où les grands penseurs américains de la politique étrangère s'expriment. L'article est intitulé « L'opposition congolaise va-t-elle s'unir ?» Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la conclusion. Ils disent les risques d'un résultat électoral instable au Congo, ça risque d'avoir des impacts sur les pays voisins du bassin du Congo. Ça pourrait être également, éventuellement, être les prochains sur la liste d'un coup d'État. Vous savez, la plupart des gens qui écrivent là-bas, ils ont des informations. Ça signifie qu'après l'élection ici, au Congo, il y aura un chambardement en Afrique centrale. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que quand j'ai vu le mot coup d'État, ça m'a tiqué. Parce que nous, on a connu un coup d'État en 1965 avec Mobutu le 24 novembre 1965. Mobutu a fait un coup d'État contre Kasavubu. Il a pris le pouvoir, les militaires sont imposés. Mais pourquoi Mobutu a fait un coup d'État? C'est parce que la classe politique n'était pas mature, n'était pas organisée par rapport à l'armée. Premier élément.
l'organisation militaire et civile, les militaires étaient mieux organisés que les civils. Deuxième élément, la dimension de la guerre froide. Les Américains ne voulaient pas avoir quelqu'un à la tête du pays qui est proche de la Russie. Nous parlons de l'Union soviétique. C'est comme ça que Mobutu était proche d'eux. On l'a mis au pouvoir. Donc ce sont des éléments qui peuvent nous aider à tirer les leçons de l'histoire. Mais quand nous venons aujourd'hui, parce qu'il y a trop de gens qui racontent qu'il y aura des coups d'État, ici, ailleurs, ce qui est vrai qu'après les élections... Non, il y a un lit pour un désordre. Non, ici nous tirons les leçons d'histoire. Mais déjà, Monseigneur Cholet, qui est encore Monseigneur Cardinal, ils disent clairement qu'après l'élection du président Tshisekedi, il y aura l'anarchie. Ils disent ouvertement. Donc, ce qui est vrai que... Ils ont tort, ils ont raison ou ils ont tort? Oui, c'est une des hypothèses. Ça peut arriver ou pas. Mais nous devons tirer les leçons de l'histoire pour que ça ne puisse pas arriver. Donc, j'ai dit, si aujourd'hui, parce que beaucoup de gens parlent qu'il peut y avoir un coup d'État au Congo, et moi je ne crois pas pourquoi. La première chose à faire est que notre armée n'est pas organisée. Si l'armée n'est pas organisée, il est impossible de faire un coup d'État. La deuxième chose à faire, à dire, est que le président Tshisekedi est très populaire dans l'opinion parce qu'il vient de l'opposition politique civile. Il ne vient pas de l'armée. Et la troisième chose à dire est que aujourd'hui l'information est démocratisée. Tout le monde est informé. Auparavant, on peut faire un coup d'État si les gens ne sont pas informés. Maintenant, tout le monde est informé. Donc, dès que l'information sort, la population ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y a encore dans ces pays un pouvoir autoritaire. Donc, les Congolais aspirent à la liberté, à la démocratie. Voilà les éléments qui peuvent expliquer pour ceux qui disent qu'il y aura un coup d'État. Ça ne marchera pas. Parce que le peuple ne peut pas accepter ça. C'est la raison pour laquelle moi j'invite... Bien qu'on l'a vu dans certains pays. Ouais, par exemple, voilà. Au Mali, au Niger, et autres. Mais ça, ce sont des cas. C'est parce que les pouvoirs politiques étaient incapables, donc le gouvernement incapable de donner de bien-être à la population, incapable de maintenir l'ordre. Et la plupart de ces chefs ont eu le soutien de la Russie, qui voulait faire partir la France. Mais au Congo, c'est... Le Congo, c'est autre chose, parce que le Congo, c'est, je dirais un peu, c'est une création de la mondialisation. Donc nous vivons, on était à la base de la mondialisation. Donc pour qu'il y ait encore un coup d'État ici, moi j'ai assez de doutes. Mais par contre, il y a beaucoup de chances que la démocratie s'installe, mais à condition que l'élite congolaise soit consciente. Voyez-vous Moïse Katumbi à la tête du pays? Je ne crois pas. Je ne crois pas, je pense qu'il l'a dit la fois dernière, il m'a suivi. J'ai pris l'exemple de Moïse Tshombe. Pour finir, hein, je dois donner. Ah ouais. J'ai pris l'exemple de Moïse Tshombe. Les jeux qu'on a joués contre Moïse par des Belges. Moïse a été utilisé pour faire la session katangaise. J'avais dit une monnaie, une armée, une police. L'ambassade belge était déjà installé là-bas. C'était déjà presque un État. Mais cet État était soutenu par le multinational anglo-saxon qui était dans l'union minière de Haut-Katanga. Pendant un temps, tu sais, les hommes d'affaires ont beaucoup plus de pouvoir sur les hommes politiques. Pendant un temps, ils ont influencé les géopolitiques. Je pense que Lumumba a payé les frais. Oui. Mais c'est à la fin, les Américains, ce que j'ai dit, l'État profond a fait les calculs. Les intérêts américains étaient en contradiction avec les intérêts des hommes d'affaires, ou bien des multinationales, ou bien des trusts. Okay. Parce que pour les trusts, c'était l'argent contrôlé. Mais pour l'Amérique, c'était faire barrer la route à l'Union soviétique. Et pour cela, ils avaient besoin d'un Congo uni. Ils avaient peur qu'il y ait un petit, donc on peut appeler un Cuba africain. C'est le terme que vous avez utilisé. Parce qu'ils avaient peur que l'autre ici, les soviétiques, s'installe au Congo. Voilà pourquoi ils ont sacrifié Lumumba, ils ont sacrifié Daha Major, donc le secrétaire général des Nations Unies, qui est mort en Angola, pour le Katanga. Donc il faudrait, ces éléments me font dire, je le répète, que Moïse doit faire très attention. Pourquoi? C'est vrai, l'Occident ne voit que des intérêts. C'est important. Dès qu'ils verront que les intérêts sont menacés, ils peuvent vous sacrifier. Ils peuvent sacrifier Moïse Katumbi. Ils peuvent le faire. C'est que c'est l'intérêt. Donc quand ils verront que ça devient un peu sérieux, non. Parce que moi j'ai dit, maintenant ça dépend de nous-mêmes. Si nous sommes conscients, nous savons qu'il y a beaucoup d'intérêts à l'extérieur.
qui sont sur le Congo. Mais ce n'est pas un candidat d'étranger, on va se le dire. Ce n'est pas un candidat d'étranger. Non, quand on dit candidat étranger, ce n'est pas l'étranger qui l'a mis. On dit candidat étranger par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je l'ai répété la fois dernière. Ah d'accord, je comprends. D'accord, merci beaucoup M. Freddy. On va commencer avec vous le deuxième sujet sur le départ des forces de l'EAC. M. Damien Terranova, les élections qui sont annoncées, les enjeux, vous l'avez décrit, vous l'avez dit, vous êtes revenu encore une fois pour parler de ces candidats qui n'ont pas de programme. Mais c'est quoi, si aujourd'hui nous n'avons pas ces bonnes élections que tout le monde attend, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut être... Je sais que, merci beaucoup pour la question, je sais qu'au niveau international, nous les lisons. Il y a deux choses qui se disent. Il y a des analyses qui en sortent. Et tout le monde est en train de prédire un chaos au Congo après les élections. Nous l'avons tous lu. Mais je dirais ceci, je vais beaucoup plus appeler à la conscience congolaise que, comme je l'ai toujours dit dans vos émissions, nous n'avons comme patrimoine que la République démocratique du Congo. Donc nous-mêmes Congolais, nous devons la protéger, la sécuriser. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, notre patrimoine, c'est le Congo entier avec 2 474 km². Donc nous devons tous le protéger. Mais je veux revenir sur quelque chose que nous disions à l'entrée de jeu. Les plus importants de ces enjeux électoraux que nous avons maintenant, c'est la qualité du débat. Vous allez comprendre que le Congo a besoin de l'unité nationale. Alors, qui est ce président qui se dégage comme un président de l'unité nationale? Celui qui va réunir tout le monde autour de lui. Celui qui va faire asseoir tout le monde à côté de lui. C'est celui-là que nous devons prendre comme président de la République. Ce président qui, lorsqu'il est quelque part, il se trouve chez lui. Il n'a pas de parti. Comme pour dire, vous êtes le mien et pas les autres. Non. Nous avons besoin de ces présidents unificateurs. Évidemment, lorsque vous regarderez parmi les challengers, vous n'avez que Moïse Katumbi qui fait ces jeux-là, qui joue ces jeux-là. Parmi les têtes d'affiche de ces élections, il y a deux tendances qui se sont dégagées. Je voudrais aussi... le président Tshisekedi et Moïse Katumbi dans les sondages qu'on voit qui sont en train de se disputer. Mais de ces deux-là, qui répond aux critères que vous décrivez? C'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi qui répond. C'est Moïse Katumbi qui répond et nous le voyons sur le terrain. Partout où il passe, il se sent chez lui. Et d'ailleurs, partout où il passe, il a une maison. À lui. Qu'il a construit. Donc je pense que c'est le président de la cohésion nationale. C'est le président de la cohésion nationale. Mais vous avez le président Tshisekedi qui quand même a géré le pays pendant 5 ans. Il a les acquis. D'ailleurs, il a posé la question. Doit-on repartir à zéro ou consolider les acquis? Il a géré le pays. Certes, les problèmes ne manquent pas. Ne pensez-vous pas qu'il a quand même des aspects positifs qu'il doit préserver pour un second mandat? Vous savez... Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un humain, c'est vrai, il a des défauts, il a des qualités, mais eu égard à ce que nous avons vécu pendant 5 ans, il me semble que les qualités sont beaucoup moins que les défauts. Nous avons perdu beaucoup d'argent avec monsieur Félix Tshisekedi, ce n'est pas digne d'un chef d'État, et c'est ça là que nous devons éviter dans l'avenir. Nous devons trouver quelqu'un, celui qui ne panique pas devant l'argent, celui qui ne le dépense pas, qui ne le délapide pas. Un peu d'élégance. C'est lui qui ne confond pas. C'est quand même le chef de l'État. C'est lui qui ne confond pas la caisse de l'État avec sa poche, et qui peut dépasser le budget qui lui a été donné. C'est lui-là que nous devons prendre. C'est à vous peut-être de nous prouver que Moïse Katumbi est l'homme de la situation et qui compte-t-il faire exactement pour remettre la RDC sous le du développement. Je vous ai toujours dit, c'est monsieur Axelé dans ses propres affaires. Déjà, ça c'est un atout, personne ne peut le lui refuser. C'est un monsieur qui a accéléré dans ses propres affaires. Aujourd'hui, il est sur le plan international. C'est un homme d'affaires. On va élire M. Moïse Katumbi. On va choisir M. Moïse Katumbi simplement par le fait qu'il a excellé. D'abord, c'est un bon gestionnaire. Dans ses propres affaires. Voilà, c'est un bon gestionnaire, c'est un visionnaire et aussi c'est un bon manager.
Moïse Katumbi. Et ce pays, aujourd'hui, nous avons, comme nous l'avons dit à l'entrée du jeu, nous avons besoin d'un très Quelle est bon la vision manager. de M. Moïse Katumbi? Quelle est sa vision de M. Moïse Katumbi pour les 5-10 prochaines années? Ben, sa vision est simple. C'est de rendre le Congo une puissance. C'est de retourner le Congo sur l'échiquier international en étant une puissance qui peut s'asseoir avec les deux, les deux blocs et discuter. Que le Congo reprenne sa place qu'elle avait dans le temps. En se basant sur quoi exactement? Et justement, un développement interne. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas faire face à ces grands. Vous devez d'abord être indépendant au niveau interne. Et c'est cette indépendance qui va vous amener à vous asseoir aussi sur la table de ces grands et discuter de tête à tête. Or, aujourd'hui, si nous devons vraiment accéder à ces niveaux-là, nous n'avons pas une autre personne de qualité meilleure que Moïse Katumbi. La force de l'EAC a entamé le dimanche 3 décembre son départ de la République démocratique du Congo. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans a quitté Goma à 5 heures locales à destination de Nairobi. Le premier contingent est-africain est arrivé à Goma il y a un an pour faire face à la montée en puissance de l'activisme militaire du M23. Un an après, les autorités de Kinshasa estiment que celle-ci ne remplit pas son rôle et demandent qu'elle pille bagage pour n'avoir pas donc contraint les rebelles à déposer les armes. Le calendrier de départ des forces de l'EAC n'a pas encore été communiqué, à l'exception des Burundais. Les Congolais ont été, les forces de l'EAC ont été sérieusement critiquées, ce qui n'est pas du tout du goût du secrétaire général de cette organisation qui dit, on va le lire tantôt, qui ne partage pas du tout le point de vue des autorités congolaises et même de la population qui voulait nécessairement le départ de cette force. Monsieur Freddy Mulumba, deuxième... Pardon, excusez-moi. Oui. Monsieur Freddy Mulumba, deuxième thématique. Est-ce une solution? Je veux dire, quelle est l'importance de ce départ? Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence positive du départ de cette force de l'EAC? Oui, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, apporter quelques précisions. Moi, de mon avis, de mon point de vue, la seule personne aujourd'hui qui peut gérer ces pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme providentiel. L'homme providentiel. Pourquoi? Vous savez, on a vécu dans ces pays, c'était Kagame qui était le patron. Dans ce pays? Oui, des nominations des ministres. Si tu n'es pas d'accord avec Kagame, tu ne peux pas gérer ce pays. Non, Monsieur Freddy Mulumba, ce que vous dites, comment vous savez comment? Il y a certaines personnes qui ont refusé la nomination venant de Kigali. Je te prends l'exemple du professeur Ntumbala. Il a dit ouvertement. James Kabarebe lui avait proposé, quand il était au Sirigel, qu'il soit nommé ministre à Kinshasa. Qui décidait? Kagame. Deuxième élément donc, qu'il faut relever ici, Félix est au-dessus aujourd'hui de Kagame. Donc on peut dire que Félix vient de récupérer le leadership de l'Afrique centrale. Auparavant, on entrait dans ces pays, on sortait par Kigali, ou bien par Entebbe, ou bien par Kampala. Ouganda. Oui. Aujourd'hui, on vient à Kinshasa, on écoute Félix. C'est parce que Félix s'est imposé. Et vous avez vu, ces rapports avec Kagame sont très durs. Kagame donnait des instructions ici. Il a en face de lui un homme qui ne peut pas accepter les instructions de l'extérieur. Donc, en dehors de Kagame, Félix n'accepte pas les instructions venant de Mo Ibrahim, tout comme de Soros. Ce qu'on peut appeler le mondialiste et globaliste. Ce sont ces globalistes qui avaient organisé en Afrique du Sud avec Kofi Annan, Fondation Kofi Annan, pour avoir la candidature unique, bien commune de l'opposition. Oui. Donc, Félix est autonome, il ne dépend pas de ces gens-là. Voilà pourquoi il est capable de gérer le Congo. C'est pas seulement sur le plan
autonomie. Mais Katumbi aussi a promis de faire mieux. Non, je pense que notre ami vient de le dire. Le président Katumbi, c'est l'ami de Kagame, c'est l'ami de Moi Ibrahim. Il a dit, hein? Vous comprenez? Il n'a pas dit ça. Non. Parce que Moi Ibrahim, c'est celui qui était ils étaient en Afrique du Sud pour décider de la candidature commune. Ce sont des amis. Oui, ce sont ses amis. Non, ils sont des patrons. Des patrons des Pas Katumbi. des amis. Ah, ok. Avec Kofi Annan. Félix n'est pas dans les jeux. Mais allant au-delà des individus, ce qui se passe ici, l'État au Congo a disparu. Il n'y a pas d'État. Vous irez de coin, il n'y a ni administration, ni policier, ni fonctionnaire, il n'y a rien. Donc, nous sommes dans un État fictif. Nous discutons à Kinshasa en tant qu'homme politique, mais sur le terrain, l'État a disparu. Donc, le débat aujourd'hui devrait être comment reconstruire, réinventer un nouvel État. Cela passe par un programme qui doit être porté Pas par programme. Il faut par un d'abord- candidat qui doit amener Non, un nouveau changement. les candidats vont mettre en place un mouvement les idées, les projets pensés par des penseurs, donc les politologues, les intellectuels, qui proposent à la société un modèle d'organisation qu'on peut appeler État. C'est pas le travail des hommes politiques. Donc il est temps aujourd'hui, comme l'État a disparu, l'État congolais tel qu'il fonctionnait, c'était un État qui était contre le peuple, un État colonial, qui devrait travailler pour les intérêts étrangers. Maintenant, il faut réinventer un État qui est proche du peuple, qui travaille pour le peuple. Ça demande d'abord, il faut concevoir, il faut produire la pensée, et les hommes politiques vont se référer. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. C'est là où moi j'ai dit, les intellectuels ont leur part de responsabilité. Mais si ce qu'il dit ne fera que maximum 2 mandats. Et après, Non, j'ai dit qu'il faut aller au-delà des individus. Les hommes Il passent, faut mettre un système. l'État doit rester, parce que l'État, c'est l'organisation de notre société. Ça dépend de nous. Les hommes peuvent passer. Tu prends l'État américain. Tous les chefs d'État passent, mais l'État américain est là. Parce qu'il y a des règles, il y a des normes, il y a des lois. comment vous l'envisagez? Non, moi j'ai dit, c'est le moment ici, qu'au lieu d'entrer dans des polémiques, de faire appel aux hommes de science. Nous avons des universitaires, des gens qui ont travaillé à l'étranger, qui sont ici, des gens qui ont l'expérience. Qu'on fasse un débat. Le débat a été déjà fait à la conférence nationale souveraine. Ça fait au moins 30 ans. Tout était placé. Mais la question, pourquoi ça n'a pas marché? Donc, il faut vite se reconnecter à l'histoire. Sur base de ce que l'histoire peut nous donner comme renseignement, on va voir maintenant l'environnement international qui change pour tracer une nouvelle voie, pour construire un nouvel État Un nouvel État. qui va tenir compte de ces imitations internationales, mais aussi de la volonté du peuple. Notre peuple, le peuple congolais, veut la liberté et l'indépendance. D'accord. Veut aussi son bien-être. Très bien. C'est pas normal que vous avez un État trop riche, un pays trop riche, et une population très pauvre. Allez dans des villages, les gens sont nus. Vous êtes à Kinshasa, vous dites, non, je fais la politique. Mais vous comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Faire la politique, c'est quoi? Faire la politique, c'est rendre notre peuple heureux. On ne fait pas la politique parce que vous êtes à la télévision, vous courez, tout le monde vous applaudit. Non, vous applaudit, non. Il faut que notre peuple soit libre et heureux. Et pour cela, là, il faut que, au moins, ceux qui sont conscients, ceux qui sont des patriotes, se mettent ensemble. Tout à fait. C'est comme ça, il faut éviter des polémiques. Moi, je ne vois pas les polémiques, ça va nous amener où? Nulle part. Nulle part. Ok. Quel bilan des forces de l'EAC un an après? Mais c'était une catastrophe. Nous, on était contre, moi personnellement, par rapport à l'histoire. Museveni, l'actuel président de l'Ouganda, a publié un article dans un livre collectif écrit par des penseurs africains et tanzaniens sur l'histoire de Nyerere. Museveni se voit les continuateurs de la pensée de Nyerere. La pensée de Nyerere, c'était quoi? Créer un État fédéral. Cet État fédéral, Ouais. c'est presque les frontières qu'on a actuellement de l'IAC. Mais dans ces frontières-là, il se base sur certaines communautés. Chez lui, c'est Banyankole, vous avez Banyarwanda, qui sont... Il n'y a pas même Banyamuleng à Kinshasa. L'article, le livre est là. Les drames, on ne lit pas. Donc, leur départ, c'est l'échec de l'État qu'on devrait construire dans le cas de l'IAC, où les deux Kivu devraient faire partie de cet État. De cet empire. Donc, vous devez comprendre ça. Nous sommes toujours dans l'EAC, en communauté. Là. C'est une communauté économique. C'est une communauté économique. Pourquoi ils ont amené des militaires? Et tu as vu l'arrogance du président Kenya Ruto. Une arrogance.
Un arrogant. Et le jour où le président Tshisekedi a fait un discours à Brazzaville, il a fui. La salle. Quand il a dit que nous sommes des frères africains, on met les poignards dans les dos. Il l'a dit ouvertement. Donc, les problèmes des Africains noirs, les Arabes sont différents. Les Africains noirs, on est aliénés. On a toujours cette culture d'esclaves, de travailler pour les autres. Je pense que le moment est arrivé pour que l'Afrique renaisse, que les patriotes se mettent ensemble, travaillent pour que les Congos, c'est le cœur. Hein. On ne comprend pas ça ici, nous. Ouais, donc, il faut que notre élite se mette en tête. Tout passe par le Congo. L'Afrique ne peut pas se développer sans le Congo. Maintenant, il faut que les élites qui sont au Congo soient capables de comprendre et de porter ces projets-là. Mais malheureusement, la classe politique congolaise est à la mangeoire. C'est la grande difficulté. Monsieur Freddy Mulumba du RDT, une plateforme qui soutient le président Tshisekedi. Monsieur Damien Terradova, bilan des forces de l'EAC un an après. Oui, je vais quand même dire un mot avant de répondre à votre question. J'ai suivi le professeur religieusement. Il a dit quelque chose qui n'est pas, je ne dirais pas qui n'est pas vrai, mais qui n'est pas vraiment à prendre beaucoup en compte. Nous l'avons dit ici que la République démocratique du Congo est une charnière pour le développement mondial. Et nous avons sur le monde deux blocs qui est en train de se dessiner, si pas ça s'est déjà dessiné, entre la Chine et l'Amérique. Et quand nous voyons l'Amérique, nous pouvons associer directement aussi l'Occident, donc les Européens et tout ça. Et de l'autre côté, aujourd'hui, c'est la Chine et la Russie, l'Inde et tout ça qui font aussi leur bloc. Ils ont créé leur BIC qui vient d'avoir jour. Alors, un président dont nous avons besoin, ça doit être un président qui sait, pas celui qui s'oppose, mais celui qui sait parler avec ces gens-là. Un président qui a de l'audition, qui a de l'audimat avec ces gens-là. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est nous qui allons en pâtir. Il suffirait que les Américains arrêtent leur dollar chez nous. On va se retrouver nulle part. Nous serons enclavés, comme nous l'avons été pendant un temps dans ce pays. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui communique, de quelqu'un qui peut entrer dans ces salons-là, s'asseoir et discuter avec ces gens-là. Nous devons arrêter cette politique de dire « il faut dire non aux Occidentaux », mais c'est faux. Personne ne dit non aux Occidentaux. On peut dire non à l'Occident, mais on dit oui en Chine. On a toujours besoin de travailler avec les autres. Toujours besoin. Aujourd'hui, nous avions parlé du Mali. Mali a fermé la porte à l'Occident, mais il a ouvert la porte aux Russes. Donc, on a toujours besoin. Alors, nous ne devons pas dire à notre population que non, nous-mêmes, nous allons nous suffire. Ça, c'est un faux débat, un très faux débat dont nous devons rectifier lorsque nous passons à la télé pour communiquer avec nos compatriotes. Je vais parler de l'EAC. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur parce que lorsque M. Félix Tshisekedi est allé prendre ses accords avec cette histoire, moi je suis passé sur une chaîne de télévision où j'ai dénoncé. Je dis c'est un début de la balkanisation. Pourquoi? Parce que le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, tous ces gens là-bas sont gérés par l'empire, ce qu'on appelle l'empire Imatouti. Or, la guerre qui nous est opposée aujourd'hui, c'est une guerre orchestrée par l'empire Imatouti, on doit se le dire. Ce sont eux qui ont toujours envié nos montagnes. J'ai suivi il y a quelques jours, c'est mon épouse d'ailleurs, dans ses recherches, elle m'a dit, est-ce que tu as vu cette vidéo? J'ai vu le président Jean-Baptiste Bagaza, qui était en train de parler sur son pays, mais... Il est burundais, quoi. Il est burundais, c'est un Tutsi burundais. Et il a expliqué comment est-ce que la CPGL a été créée. Il est parmi ceux-là qui ont créé cette CPGL. Et l'objectif, c'était de venir habiter au Congo. C'était de venir occuper les montagnes du Kivu. Parce que, selon lui, il dit, mais si nous créons une communauté ensemble, nous n'allons plus nous battre. Nous irons au Zaïre à l'époque. Et nous allons y habiter. Et ça a été une réussite. Parce que c'est ce qui les a permis de venir. Donc,
Mais le malheur, le comble, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a eu guerre au Rwanda, tous ces gens se sont déversés chez nous. Et on ne savait pas, au nom de la CPGL, on ne savait pas quoi faire de ces gens-là. On était obligé, d'abord, je parle au nom de la CPGL, de les recevoir. Alors aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, sans tirer les leçons de l'échec du CPGL, il va signer des accords avec une communauté Imatutsi qui va venir, soi-disant, venir nous aider dans la guerre. Pendant que ce sont eux-mêmes qui nous combattaient. C'est l'empire Imatutsi qui combattait. C'est des accords économiques. Ça. Non, mais écoutez, les accords économiques a amené des militaires. Ils ont amené des militaires. Et pourtant, à l'époque, je l'ai dit, nous avions la SADC. La SADC, ils ne sont pas nilotiques, ce sont des Bantous. Donc, ils pouvaient venir faire guerre aux nilotiques. Un nilotique ne peut jamais tuer un autre nilotique. Ça, c'est dans leur ADN. Ils sont unis, ils sont liés. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, l'EAC est arrivé avec des militaires kenyans qui sont des nilotiques, mais ils n'ont jamais levé leur Kalachnikov contre les aventuriers des M23. Jamais. On va ouvrir un peu une parenthèse. Monsieur Katumbi, souvent accusé d'être ce candidat-là qui a du mal à pointer l'agresseur. Oui, mais écoutez, ça, c'est aussi un faux débat. Le vrai débat, c'est quoi? C'est que, est-ce que M. Katumbi, dans son programme, a-t-il prévu d'entrer en guerre avec les agresseurs du Congo? En 6 mois, il a dit. Mais c'est ça le problème, c'est ça le vrai débat. C'est ça que nous devons mettre sur la table. Peut-être que j'aimerais avoir des gens qui nous disent que nous décortiquions ce que M. Moïse Katumbi a dit, sans les critiquer. D'abord, que nous puissions trouver la substance de ce qu'il a dit. Est-ce que cela est possible ou pas possible? Est-ce que cela est faisable ou pas faisable? Vous voyez? Alors, M. Moïse Katumbi, même s'il le disait, je l'ai toujours dit d'ailleurs dans plusieurs émissions, à partir des musées, c'est Musée qui a été le premier à pointer le Rwanda. Mais ça fait combien d'années aujourd'hui? Depuis que Musée l'avait fait en 98. Ça fait au moins 25 ans aujourd'hui. Mais le Rwanda n'est jamais parti. Il faudrait quelqu'un. Et puis quand on cite les Rwandais, c'est à tort aussi. À tort. Je dis quand on cite uniquement le Rwanda, c'est à tort. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le seul dans cette guerre. Vous avez les Ougandais à côté, qui sont là aussi. Bunagana a été pris. Ils sont entrés par l'Ouganda et facilités par le militaire de l'Ouganda. Alors pourquoi on déduit l'Ouganda, on garde le Rwanda? On peut se dire, peut-être que M. Félix Tshisekedi a un problème personnel avec le Kagame. Mais, comme l'a dit le prof, les dictats ne venaient pas seulement du Rwanda, ça nous venait aussi de l'Ouganda. Et je doute fort aujourd'hui, et je pense et je crains que ça continue à venir de l'Ouganda, même si cela a arrêté du Rwanda. Je crois que nous avons besoin d'un président qui sait dire et regarder l'autre en face et lui dire non. Ouais. Pas d'une manière brutale, mais d'une manière négociée. Merci. Vous voyez? Merci beaucoup. Le prof a parlé de Mo Ibrahim. Le mot Ibrahim, c'est vrai. Je ne peux pas nier qu'il ne connaît pas M. Katumbi parce qu'il l'a invité plus d'une fois dans plusieurs conférences internationales. Merci. Et aussi, M. Katumbi étant un membre sur l'échiquier économique du monde, pas les moindres. Donc, mais cela ne veut pas dire que M. Katumbi reçoit les dictats de Mo Ibrahim. Merci beaucoup, M. Damien Terranova. Monsieur Freddy Mulumba, il y a cette incompréhension entre le secrétaire général de l'EAC et les autorités congolaises, en l'occurrence le président Tshisekedi, qui dressait un bilan négatif de ce mandat des forces de l'EAC, ce qui a été totalement contredit par le secrétaire général de l'EAC. Selon lui, cette force est plutôt une force d'interposition. Alors que pour Kinshasa, cette force est une force offensive qui est venue à la rescousse de la RDC suite à la rébellion du M23. Il a même dit qu'avec l'arrivée de la force de l'EAC, il n'y avait plus d'affrontement, il y a une accalmie qui était plus ou moins généralisée sur les territoires qui étaient occupés, contredisant un peu ainsi la position des autorités de Kinshasa. Comment ça s'explique que Kinshasa et
les autorités des forces de l'EAC ne parlent pas le même langage en ce qui concerne les forces de l'EAC. Oui, je pense qu'ici, il faut féliciter le leadership du président Tshisekedi. Ce n'était pas facile. Je vous rappelle ici, Blinken était au Kenya, à côté de Ruto, ou bien à côté des affaires étrangères du Kenya. Ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter le Congo. Nous, on les a invités, et puis ils disent ne quitte pas. Ça signifie quoi? Ces gens sont venus avec un projet. Le projet de créer un État fédéral de l'Afrique des Grands Lacs. C'était favorisé par nous-mêmes qui avons accepté. Ce n'est pas nous-mêmes, ça fait partie de l'histoire. L'EAC, ce n'est pas le président Tshisekedi qui l'a créé. Si vous prenez... C'était pas une imposition qu'ils viennent comme force. Si vous prenez l'histoire de Sirgel, quand on a créé les Sirgel, je pense en 2006 ou bien 2005, 2007, on avait prévu qu'il y ait une certaine harmonisation au niveau des États économiques d'Afrique de l'Est. C'était prévu depuis 2006. Donc c'était un programme qui était déjà mis en place. Quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, on est venu dire non, c'est bon pour le pays. Il vient d'entrer, je pense, 6 jours après, je pense que c'était Vital Kamerhe qui est parti négocier ces histoires. 6 jours après. Je pense qu'aujourd'hui, avec le temps, le président s'est rendu compte c'est un piège. C'est là où il faut féliciter son leadership. Il a pris le courage. Vital Kamerhe. Oui, dans tout ce qui est Vital Kamerhe était présent. Et il faut relire l'histoire. Le président a pris du recul. Il a dit niet. Une erreur. Hein. Et aux Américains et à Ruto. Ruto qui pense que tous les Congolais sont des danseurs. Il s'est moqué de le Congo là, les gens ont des pantalons ici, ils ne font que danser. Il s'est trompé de cible. Cette fois-ci, il est en face d'un homme qui lui a dit niet, vous devez partir. Et ils sont partis. Tu vois, quand quelqu'un pose de tels actes, normalement, on devrait les féliciter. Parce qu'ils pouvaient dire, mais je ne fais rien. L'EAC allait s'éterniser et la partie de l'Est allait partir. Parce qu'à travers les militaires EAC, il y avait des Rwandais dedans. Normalement, c'était une mission pour chasser M23. Le premier général qui était à la tête de l'EAC, c'était un Kenyan. Il avait un discours ambigu. Il est parti. Le deuxième, maintenant, le président Ruto pensait que c'était le patron. Mais vous dites que dans ces troupes de l'EAC, il y avait des forces rwandaises, oui. Mais Kinshasa avait protesté pour dire, le porte-parole du gouvernement congolais avait informé l'opinion que toutes les forces sont les bienvenues, sauf les forces rwandaises. Il avait dit qu'ils ne seront pas déployés. Et il faut lire un peu l'histoire de l'immigration. Quand le royaume Rwanda, qui était à la tête, donc gérait le Rwanda en 1959, est tombé, la plupart des gens qui formaient beaucoup de Tutsis, qui formaient ce royaume, sont partis se réfugier au Congo, en Tanzanie, en Ouganda, mais aussi au Kenya. Ils ont un lobby fort là-bas. Ils sont Kenyans. Il ne faut pas être naïf. Les drames chez les Congolais, c'est la naïveté. On passait par là pour nous avoir. Je pense que le président Tshisekedi était vigilant. Il a dit, c'est terminé. C'est terminé. Donc le problème dans notre pays, vous savez, on peut être de l'opposition. Quand quelqu'un pose quand même de bonnes actions, de bons actes, il faut les féliciter. Parce qu'au nom du pays, pas en son nom personnel. Est-ce qu'être membre de l'EAC, communauté des États d'Afrique de l'Est, communauté économique, communauté économique, est-ce bénéfique pour le Congo ou non? Non, c'est très bénéfique. Très bénéfique. Oui, parce que la plupart des gens qui sont à l'est du Congo font des affaires avec... Les gens partent en Ouganda, partent en Tanzanie sans passer par Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a le IAC, vous entrez sans visa. Oui, donc ce qui est positif, c'est que sur le plan affaires, c'est bon. Mais sur le plan politique, nous ne devons pas céder notre souveraineté à l'étranger. Ça ne marche pas. Parce que maintenant, l'Ouganda a même déplacé des bornes. Le Rwanda les fait chaque jour. C'est parce qu'ils pensent qu'à Kinshasa, là, il n'y aura pas d'hommes forts qui peuvent dire non. Je pense que le moment est arrivé que tout politicien congolais comprenne. Celui qui ne sera pas du bon côté de l'histoire, du bon côté du peuple, sera jeté dans la poubelle. Donc, il faut travailler pour que le Congo redevienne une puissance, qu'on soit respecté. Parce que si le Congo est stable, toute l'Afrique centrale est stable. Il sera stable, tout à fait. Nous sommes 100 millions d'habitants, on a toutes les richesses du monde. Mais vous voyez à Kigali, là, on construit, mais à Kinshasa, les gens meurent de faim. C'est normal.
Et quand vous partez à Kigali, ce ne sont pas des Rwandais. Ce sont tous les hommes, les mafieux qui sont dans les mines, dans les affaires, et tout ça. qui sont installés à Kigali. Les Congolais. Non, pas des Congolais, des Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons. Des Anglais, des Américains. Mais la population rwandaise est pauvre. Il faut regarder. Donc, quand on commence à vous dire que vous êtes bon par l'Occident, donc vous avez trahi. C'est le cas de Kagame. Paul Kagame, voilà, Monsieur Terranova, bilan des forces de l'EAC. Oui, je voudrais dire que je suis d'accord sur certains points que le prof a avancés. Lorsque M. Tshisekedi est allé dans l'EAC, nous avions voulu savoir quels étaient les accords qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et l'EAC. Mais malheureusement, pour chez nous, on ne nous a pas publié ces accords-là. Mais la charte était... oui, justement, mais publique. Non, mais ce n'était pas... La charte d'adhésion à l'EAC est publique. La charte, mais il y a eu des accords dans lesquels ces accords ont tenté de dire que si un pays désirait venir exploiter un coin de votre pays, vous êtes obligé de le lui céder. Ces genres de choses, je pense que ça devait être... Vous savez plus que les accords n'étaient pas publiés. Comment vous savez? Pardon? Mais je sais ce que je suis en train de te dire. Ça n'a pas été publié au Congo, mais nous avons déjà nous avons des documents. Il faut faire des recherches. Et nous faisons des recherches. Ok. Et cela... Et d'ailleurs, c'était même dit qu'il fallait un référendum dans un pays. Il faut que le pays cède à l'autre pays. Donc ça veut dire que si le Rwanda aujourd'hui a besoin de l'IPEN, il vient et dit « je veux ça », le Congo doit le lui donner, mais par un référendum. Et même la venue de cette armée-là devait passer par un référendum qui n'a pas été exécuté, qui n'a pas été ça, c'est dans comment vous... C'est dans cet accord-là. Ah, toujours. Toujours dans cet accord-là. Donc, je veux dire, aujourd'hui, si M. Félix Tshisekedi demande, et je ne pense pas on ne pourra quitter ces EAC, parce que les rouages sont tellement bien verrouillés, ça va nous demander beaucoup de temps. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de trouver un interlocuteur fiable, un interlocuteur de taille, ou ce qu'on dit de poigne, qui peut dire non à ça, changez-moi ça, rectifiez-moi ça, parce que nous, les Congolais, nous n'avons rien envie au Rwanda. Nous n'avons rien envie en Ouganda, nous n'avons rien envie ailleurs. Donc on ne peut pas prendre un quartier au Rwanda parce que le Rwanda n'en a même pas. Cette histoire des terres occupées là doit sortir de cet accord et maintenir les échanges commerciaux. Parce que nul ne peut se dire, moi je ne peux pas commercialiser avec l'autre. Si nous tenons à un développement, le Congo étant une charnière du monde, doit faire les accords commerciaux avec tout le monde et dans le monde entier. Alors, mais il nous faut un homme, un manager, un homme qui réussit ou qui a déjà réussi dans ses affaires, comme Moïse Katumbi. Alors, est-ce important d'être membre de l'EAC? C'est important d'être membre de l'EAC. Avec Moïse Katumbi. C'est important d'être membre de la SADC. C'est important d'être membre de l'autre communauté. Musée nous a mis là, des anglophones. J'ai oublié l'appellation. Commonwealth. La SADC, non, pas la SADC seulement. Il y a un autre là. La Comissa, voilà. Nous devons être partout là-bas. Le Congo doit être partout là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont ces organisations-là qui vous donnent la facilité de faire les affaires. Mais nous avons besoin d'un leadership. Un leadership de poigne, un leadership de qualité. Donc un leadership qui maîtrise les choses. Parce que je me dis que si M. Félix Tshisekedi maîtrisait les choses, il allait voir que dans cet accord-là que M. Kamere lui aurait présenté à l'époque, il ne veut pas le signer. Comme ça, il devait obliger à ce qu'on change certains articles dans cet accord. S'il l'avait lu, ou bien s'il l'avait soumis à des intellectuels comme le professeur Freddy qui est là, qui connaît bien et qui maîtrise très bien cette histoire de l'Est. Vous voyez? Alors, parce que monsieur n'était pas attentif, il s'est précipité et on a signé. Mais c'est par après, je suppose, j'imagine que
On lui aurait dit. Et je crois que c'est toujours l'opposition. Parce qu'à l'époque, nous tapions sur la table. On disait à M. Tshisekedi, ce que tu as fait, tu as vendu le pays. Et Dieu merci, comme c'est un fils du pays, c'est un fils du terroir, il s'est, à la sursaut du sang congolais, il s'est réveillé et il a compris. Mais j'espère aussi, c'est que je demande vraiment, que cet accord soit revu. Les militaires vont partir, mais nous allons continuer toujours à rester dans les IACA. Mais avec cet article-là, ça veut dire que ces gens-là, les Imatous, ils vont changer de politique. Peut-être que demain, les armes vont se taire. Mais la diplomatie va rester. Merci beaucoup. Et avec cette diplomatie, ça risque de nous amener dans la même chose, mais autrement. Comme on a eu avec la CPGL. Merci beaucoup, Monsieur Damien Terranova. On va prendre chacun 2 minutes pour clore l'émission. Je serai très court, parce que nous sommes déjà à la fin. Il y a la situation de l'EAC. L'EAC, ce ne sont pas les Ougandais, les Rwandais, les Tanzaniens. Ce sont les Anglo-Saxons qui contrôlent cet espace-là. Ces Anglo-Saxons sont des globalistes. C'est là où la vision du président Katumbi a des limites. Donc, comme il est proche des globalistes, ça va se bloquer. Donc, la seule chose à faire maintenant, c'est couper tout lien avec les globalistes. Parce que les globalistes veulent créer cet État. Même si on ne prend pas les Kivu, il y aura un État, un État fédéral, qui va prendre l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Il faut barrer la route à Moïse Katumbi. J'ai dit qu'il ne sera pas président. Il ne sera pas président. Donc, c'est déjà expliqué. Notre ami peut ne pas être d'accord. Il ne sera pas président. Oui. Mais je pense que le président Tshisekedi a l'expérience. Les 5 ans qu'il a géré. Aujourd'hui, c'est la seule personne qui comprend les enjeux. On ne change pas un chef d'État quand on est en guerre. On ne change pas. L'Israélien Netanyahou, il est là. Il a commis beaucoup de fautes. Si aujourd'hui il y a des désordres en Israël, c'est lui qui est à la base. Il est condamné. On ne l'a pas encore changé. Est-ce qu'on peut aussi se référer à l'ancien président pour avoir des conseils, Kabila? Parce qu'il a géré cette situation. Non, vous savez, moi je ne comprends pas. Normalement, quand on est politique, on doit se parler. Le président Kabila peut se parler avec le président Tshisekedi. Il n'y a pas de problème. C'est ça faire la politique. Ouais. Ici, les gens voient toujours la politique en termes d'ennemis. Non. On ne peut pas partager nos points de vue. On peut discuter. Ça faire la politique. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être de la population. C'est important que l'élite, que la classe politique congolaise comprenne ça. Tu peux avoir, notre ami est là, on partage le point de vue, mais on peut se dire bonjour, on peut bavarder. Ce n'est pas mon ennemi, bien qu'il est adversaire politique. Donc il faut apprendre de bonnes manières de faire la politique. Il faut apprendre des bonnes manières de faire la politique. On va clore aussi avec vous, M. Damien Terranova. Comment entrevoyez-vous l'issue de ce problème, de cette insécurité? Non, cette insécurité, il sera mis dans les oubliettes. Juste lorsque Moïse Katumbi sera président. Les indices sur terrain nous rassurent qu'au-delà de 20 décembre, c'est-à-dire le 20 janvier, M. Moïse Katumbi va prêter serment comme chef de l'État et il va finir cette histoire. Comme il l'a dit, je ne pense pas que M. Moïse Katumbi sera un oui-wiste à tout ce que le mot Ibrahim, à tout ce que ses amis. Ce sont ses amis, hein. Mais il est proche. Ce sont des gens. Mais écoutez, je ne peux pas le nier parce que moi, je ne suis pas dans la mallette de Moïse Katumbi. Je ne l'accompagne pas partout. Mais ce que je sais est qu'au moins 1 ou 2 fois, il a été invité dans ces grandes conférences. Et d'ailleurs, au Rwanda, il n'est pas allé seul. Il y était allé avec Félix Tshisekedi. Vous voyez, dans ces années-là, il y a quelques années. Donc, ça veut dire que ces gens là-bas, une fois qu'il sera président de la République, certainement, il va se mettre à juger le pour et le contre. Et tout ce qui va porter préjudice à la souveraineté de la République démocratique du Congo, je ne le vois pas prendre ou signer un quelconque document sans l'avoir lu, comme ça a été le cas avec M. Félix Tshisekedi. Donc, je pense que M. Moïse Katumbi sera voté, le candidat numéro 3, le candidat de la Renaissance, le candidat de l'avenir
pour la République démocratique du Congo, sera réellement élu et tous les Congolais vont lui faire confiance. Et à partir de cette confiance, il va leur rendre la monnaie. En 6 mois, il n'y aura plus de gouvernement. Mais je vous dis qu'en 6 mois, tout fait, même avant. Moi, je suis optimiste, je sais pourquoi. Parce qu'il a un programme d'armement très sérieux. Et il a des entrées pour acheter les armes qu'il faut, que nous, on ne peut pas avoir avec Félix Tshisekedi. Parce que tout simplement, il s'est mis certaines personnes derrière son dos, dans son dos. Mais nous allons avoir ces armes-là, ces armes-là. Et nous avons des bons militaires au pays, à qui nous allons bien rémunérer et nous allons les assurer leurs arrières. Ils vont aller en guerre et ils vont récupérer Bunagana, ils vont récupérer Masisi Rutshuru, ils vont mettre la paix une fois pour toutes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et M. Moïse Katumbi ne cédera pas aux globalistes comme pour créer un État fédéral et en cédant le Kivu pour le Rwanda ou bien l'Ouganda. Non, il n'en sera pas question. Il va veiller sur l'intégrité nationale et le Congo va récupérer ce qu'il a perdu comme superficie. Voilà. S'il vous plaît, professeur, vous savez que le Congo n'a plus de 2 474 km². 2 345 000. Avec Félix, on va tout réparer, on va tout prendre. Mais est-ce que vous savez que c'est par Félix que nous avons perdu cela? Non, Félix a trouvé une situation très difficile. Les Rwandais contrôlaient et l'Ouganda contrôlait l'Est. Le fait que Félix dit non, c'est comme ça qu'on commence à en parler. Sinon, auparavant, on ne parlait même pas de ça. Mais aujourd'hui, on a perdu Bunagana. Avec Moïse Katumbi, on le récupère. Avant 6 mois. L'Américaine qui est venue ici, la chargée des affaires de sécurité des renseignements, ils étaient déjà au courant qu'on allait mettre l'ordre. Ils sont venus dire non, calmez-vous. Non, quand même, nous sommes une puissance, cher ami. Hein? Moïse Katumbi. Félix va mettre de l'ordre après l'élection. Ne vous en faites pas. Quand il sera réélu, il va mettre de l'ordre. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, que notre pays reprenne sa place. Reprenne sa place, oui. Et la personne fiable, la personne qu'il faut, c'est Moïse Katumbi. Laissons le peuple décider. Je pense que notre peuple sera du bon côté de l'histoire. Et ils y sont du bon côté de l'histoire avec Moïse Katumbi. L'émission est terminée. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Demain, c'est mercredi, un autre jour, un autre débat. Portez-vous bien, écrivez-nous. À très vite.